Lettres et carnet du front, 1914-1918. Hugon Léon, le 5 août 1914. Chère Sylvanie, je suis sur le point de prendre un Pernod chez l'Espagnol, à côté du marché couvert avec Berry. Je viens de voir Caliste. Tout est très calme. On dirait qu'on part pour les manœuvres. Ce ne sera pas la vérité. Mais quand même, nous n'en sommes pas encore là. Je ne suis pas encore habillé. Nous sommes libres. Je vais finir mon canard ce soir chez le frère de Berry. Nous avons bu le demi-litre gros dans la cour de la caserne à midi. Tout marche bien. Des pancartes voyagent à Agen pour Berlin et la peau de Guillaume sera à vendre un jour. J'ai vu tous mes anciens copains, tout contents d'aller en Allemagne. Je reste quelques jours à Agen. Si tu reçois la lettre, avant dimanche, tu pourras me faire réponse. Lettres et carnet du front, 1914-1918. Maurice Maréchal, 10 août 1914. Dans la petite école de Sauce-Mouclin, où je suis à la disposition du colonel du 274e, je me sens faible. J'ai besoin de manger un peu et de dormir. Mais, comme ma compagnie, la 22e, est de service aujourd'hui, je suis obligé de rester pour porter les ordres. Pourtant, nous sommes partis hier à 7 h du matin de Rouen. Nous avons roulé 18 heures de suite. Mantes, Creil, Soissons, Laon, Rethel, Puiseux, avec halte café. Et avons marché depuis 1 h du matin jusqu'à 6 h. Que d'impressions depuis hier. Et d'abord, petite mère, merci. Tu as été sublime de courage samedi soir. Je suis fier d'être ton fils. Hier, durant tout le trajet, les populations pressées au passage à niveau et aux gares n'ont cessé de nous acclamer. Les femmes envoyant des baisers, les hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le chant du départ. Je dois citer Compiègne particulièrement. Pourquoi faut-il qu'une angoisse sourde m'étreigne le cœur? Si c'était en manœuvre, ce serait très amusant. Mais voilà. Après-demain, dans 3 jours, peut-être, les balles vont pleuvoir. Et qui sait? Si j'allais ne pas revenir, si j'allais tuer ma mère, assassiner ma mère volontairement, oh, que m'est-il réservé? Pardon, maman. J'aurais dû rester, travailler mon violoncelle pour vous qui avez fait tant de sacrifices, pour petite mère déjà malade. Mon Dieu, pourvu que son désespoir n'aille pas l'alité. Oh, que je suis coupable et que je manque de réflexion. Je vais faire tout ce que je pourrai pour quitter cette compagnie où, comme cycliste, je suis vraiment trop exposé. Si j'étais à la Croix-Rouge, je serais du moins plus sûr de revenir. Je ne veux pas être lâche, mais l'idée que je pourrais, pour une balle idiote qui ne prouvera rien, ni pour le droit, ni pour la force, gâcher tout mon avenir et surtout briser tout l'édifice édifié péniblement par ma chère petite mère, au prix de temps et tant de sacrifices, je suis pris d'un tremblement d'angoisse qui me tord. Et pourtant, il faut marcher. Tant pis, je suis parti, ça y est, je ne peux plus revenir. Et comme je désire pourtant, en ce moment, 1 heure de calme repos, chez nous, sous le toit familial, près de mes êtres chers. Allons, ne nous amollissons pas. Que diable! Pour un Français.
Que diraient nos nobles dames, élégantes demoiselles, qui, pour un éventail, feraient s'éventrer deux des plus fiers parmi les beaux chevaliers de leur cour? Allons, soyons gais, courageux, confiants. Lettres et carnet du front, 1914-1918. Henri Aimé Gautier, 10 août 1914. La traversée de Commancy se fit au pas qu'avancé, armes sur l'épaule. Il importait de ne pas offrir le spectacle d'un troupeau incohérent et flasque, montrer à la population les signes extérieurs d'une troupe organisée et disciplinée. Dieu, que c'est long ce bourg. Si je traînais au pas un sabre à glands de crin, comme je penserais différemment sans doute. Mais ma baïonnette s'empêtre dans mes cuisses. Mon col tiré en arrière m'étrangle. 1, 2, vas-y, c'est beau. Regardez, bourgeois, notre pas cadencé permet à votre volaille de cuire en son four. Par hasard, en levant les yeux, j'aperçus une fillette, jolie et mièvre un peu. À voir ses yeux émus et admiratifs, j'ai compris que sans doute nous étions beaux et grands. Nous allions par là-bas, où l'on meurt, où l'on est défiguré, haché, déchiré. Et nous y allons, au pas, au son des cuivres aigus. Nous portons dans nos cartouchières la mort. Nos fusils tuent. Nous sommes forts et doux, peut-être. Nous sommes une bête formidable qui pourrait broyer cet enfant sans la voir, sans entendre ses cris et sa plainte. Son admiration est une vague d'effroi et de piété. Nous sommes un énorme troupeau de formidables douleurs. Nous sommes un rempart de joie, d'amour, de bonheur. Sans accepter cette tâche, nous mourrons pour elle. Peut-être cette enfant ignorante, naïve, coquette, ne l'a-t-elle pas compris, mais elle l'a senti. Son regard me réchauffe, son admiration me fait tendre le jarret, son sourire m'a donné du cœur. Elle était peut-être tout simplement jolie. À mes côtés, sous son regard, mes camarades eux aussi se sont redressés. 1000 rêves ont peut-être caressé leurs pensées. Un charme sensible paraît les avoir touchés. Et parce qu'une fillette les voyait, ils eurent un regard plus serein et plus clair, une démarche plus ferme, un front plus guerrier. La foi me manque, j'ai une foi stérile et creuse. Elle ne sert pas de moule à ma vie. Elle n'entretient pas une mystique à mes actions. Elle n'éveille qu'occasionnellement ma soumission. Mes nerfs crient et se froissent à certaines imaginations. Et dans mon chaos, je ne trouve de cause et de raison à mes souffrances que le besoin de jouir et de paraître chez 1000 qui ne sont point à la peine. Et si je refuse de souffrir pour leur donner des honneurs ou de la joie, des richesses ou des maîtresses jeunes, jolies et parfumées, je ne suis pas assez austère pour agréer l'attente de ces maîtres et j'ai l'estomac trop vide. Je suis trop sale et j'ai trop de poux. Je ne peux croire que c'est le fumier qui fait la rose et que notre pourriture, acceptée par le camp et la tranchée, que notre révolte, que notre douleur feront de la justice ou du bonheur. Et quel égoïsme de dire à son frère « Tu mourras pour que je sois heureux ». N'est-ce pas là toute la guerre et ce calcul n'est-il pas le squelette effarant qu'on cache sous les oripeaux d'honneur, de devoirs militaires, de sacrifices? Chaque putain de guerre représente les 1000 douleurs de celui qui la porte, 1000 morts de ceux que le combat a fauchés, et les 1000 jouissances des ventres et des bas-ventres de l'arrière. Voilà ce qu'elle crie, cette putain de guerre.
Celui qui me porte est un naïf, qui croit que les mots cachent des idées, que les idées feront du bonheur, et qui n'a pas vu quel bacchanal son dévouement permettait derrière le mur formidable des discours, des proclamations, des compliments et de la censure. La marque extérieure de la distinction du militaire est la blancheur des mains. Je m'efforce de soigner les miennes. C'est un besoin, surtout quand j'ai le cerveau clair, si bien qu'en regardant mes mains, je vois la netteté de mon esprit. Et des jours, j'ai les mains bougrement sales. D'autres jours, je les admire et les contemple. Elles semblent vivantes, d'une autre vie que la matérielle. Je sens les voyants ce que je peux entreprendre, comme d'autres voient ce qu'ils peuvent saisir. La main ne montre pas que des déformations professionnelles. Elle est la preuve d'une mentalité. Lettres et carnets du front, 1914-1918. Henri Lange, le 6 septembre 1917. Mon général, je me suis permis de demander à passer dans l'infanterie pour des motifs d'ordre personnel. Mon cas est en effet assez différent de celui de la plupart des combattants. Je fais partie d'une famille israélite, naturalisée française, il y a un siècle à peine. Mes aïeux, en acceptant l'hospitalité de la France, ont contracté envers elle une dette sévère. J'ai donc un double devoir à accomplir, celui de Français d'abord, celui de nouveau Français ensuite. C'est pourquoi je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Lorsque je me suis engagé à 17 ans, j'ai demandé à être artilleur sur la prière de mes parents et les conseils de mes amis qui servaient dans l'infanterie. J'ai demandé à être artilleur sur la prière de mes parents et les conseils de mes amis qui servaient dans l'artillerie. Les appelés de la classe 1918 seront sans doute envoyés prochainement aux tranchées. Je désire les y devancer. Je veux, après la guerre, si mon étoile me préserve, avoir la satisfaction d'avoir fait mon devoir et le maximum de mon devoir. Je veux que personne ne puisse me contester le titre de français, de vrai et de bon français. Je veux, si je meurs, que ma famille puisse se réclamer de moi et que jamais qui que ce soit ne puisse lui reprocher ses origines ou ses parentés étrangères. J'espère être physiquement capable d'endurer les souffrances du métier de fantassin. Et je vous prie de croire, mon général, que de toute mon âme et de tout mon cœur, je suis décidé à servir la France le plus vaillamment possible. Veuillez agréer, mon général, l'assurance de mon profond respect et de mon entier dévouement. Lettres et carnets du front, 1914-1918. Henri Lange, 5 octobre 1917. Rien à signaler, aujourd'hui encore. Nous vivons ici une vie assez monotone, qui se recommence chaque jour, dans une campagne infiniment calme et reposante. Je jouis infiniment de la beauté douce et tranquille de cette fin d'été, de ce début d'automne. Il y a en cette saison un parfum de mélancolie émouvante, suave, dont je me sens profondément imprégné. J'ai l'impression qu'en cette saison quasiment crépusculaire, les âmes sont meilleures et les cœurs plus sensibles. Et pourtant, on continue à se battre. Non, je n'aime pas la guerre. Et je ne voudrais pas qu'un jour quelqu'un pût dire que les combats s'écrivent ainsi qu'une partie de football ou de tennis. Je suis décidé à être un bon soldat très brave et j'ai la prétention de m'être déjà bien comporté au feu parce que c'est mon devoir et par amour de l'idéal. Depuis 2 ans, je me suis mis au service de l'idéal.
au service d'un certain nombre d'idées, telles que celle-ci. Tout jeune homme doit s'engager dès que son âge le lui permet, et si sa santé n'est pas trop faible, un engagé doit rester au dépôt le maximum de temps possible. À 19 ans, on doit être fantassin quand on est français, et quand on est jeune et fort, on doit être heureux et fier de pouvoir défendre sa patrie. Quand on est français de date récente, et surtout quand on fait partie de cette race juive méprisée et opprimée, on doit faire son devoir mieux que personne. Et puis, il faut bien que dans une famille où il y a des M, des B et des S, il y ait quelqu'un qui se batte pour de bon. Je n'aime pas la guerre, mais je n'en souffre nullement, ni au physique, ni au moral. Je suis très heureux, car je suis une bonne poire, à l'idée qu'à la fin de la guerre, je pourrais être satisfait de moi. Mais c'est fort bien que personne, quelques mois après la signature de la paix, ne différenciera ceux qui se sont battus de ceux qui se seront reposés. Ceci n'a d'ailleurs aucune importance. J'agis égoïstement pour moi, pour vous et pour l'idéal. Je n'ai pas de lettre de vous aujourd'hui. Je suis toujours embusqué et sans doute pour quelques mois encore. All perfect. À vous. Lettres et carnet du front, 1914-1918. Alphonse. Mercredi 5 mai 1915. Chérie, voilà le baptême du feu. C'est chose tout à fait agréable. Tu peux le croire, mais je préférerais être bien loin d'ici, plutôt que de vivre dans un vacarme pareil. C'est un véritable enfer. L'air est sillonné d'obus. On n'en a pas peur pourtant. Nous arrivons dans un petit village où se fait le ravitaillement. Là, on trouve dans un casemate enfoncé dans la terre les gros canons de 155. Il faudrait que tu les entendes cracher, ceux-là. Ils sont à 5 km des lignes. Ils tirent à 115 sur l'artillerie Boche. On sort du village à l'abri d'une petite crête. Là commencent les boyaux de communication. Ce sont de grands fossés de 1 mètre de large et de 2 mètres de profondeur. Nous faisons 3 km dans ces fossés. Après, on arrive aux tranchées qui sont assez confortables. De temps en temps, on entend siffler quelques balles. Les Boches nous envoient quelques bombes peu redoutables. Nous sommes à 200 mètres des Boches. Ils ne sont pas trop méchants. Je me suis promené à 800 mètres sur une route. À peine si j'ai entendu 2 sifflets. Nous avons affaire à des Bavarois qui doivent en avoir assez de la guerre. Ça va changer d'ici quelques jours. Nous faisons des préparatifs formidables en vue de prochaines attaques. Que se passera-t-il alors? Je n'en sais rien. Mais ce sera terrible, car à tout ce que nous faisons, nous prévoyons une chaude affaire. J'ai le cœur gros, mais j'entends toujours confiant. Nous faisons des préparatifs formidables en vue des prochaines attaques. Que se passera-t-il alors? Je n'en sais rien, mais ce sera terrible, car à tout ce que nous faisons, nous prévoyons une chaude affaire. J'ai le cœur gros, mais j'entends toujours confiant. Nous prévoyons le coup prévu avant dimanche. Si tu n'avais pas de mes nouvelles après ce jour, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose. D'ailleurs, tu en seras averti par un de mes camarades. Il ne faut pas se le dissimuler. Nous sommes en danger et on peut prévoir la catastrophe. Sois toujours confiante, malgré cela, parce que tous n'y restent pas. Lettres et carnet du front, 1914-1918. Votre Richard. Strasbourg, Nordhoff, le 22 septembre 1914. Ma chère mère, ma chère sœur, après avoir traîné pendant quelques semaines à Strasbourg et aux alentours, à faire des exercices de tir,
des marches forcées, des revues sans fin, nous avons soudain reçu le 26 ou le 27 août l'ordre du départ. En une demi-heure, tout le monde était en ordre de marche. Pour où? Personne n'en savait rien. On nous a chargés, ou bien nous sommes montés nous-mêmes, corps, biens et chevaux, sur un train, et nous avons pris dans la nuit sombre. Au petit matin, nous sommes descendus dans une gare proche de la frontière allemande. Le long du chemin, traces de combat, champs piétinés. Dans ce chaos désertique, toutes sortes de matériel de combat, des hommes enterrant les derniers morts, et dans l'air, cette odeur pénétrante du champ de bataille. Nous avons fouillé quelques sacs. Dans chacun d'eux, il y avait des lettres et des cartes, en français et en allemand, adressées aux êtres chers de l'arrière. Elles se terminaient par l'espoir de les revoir sains et saufs. Tout ça a été jeté à un grand froid. Ceux qui les avaient écrites étaient morts. Puis nous avons repris notre marche sans fin, interminable, jusqu'à la tombée de la nuit, car il nous fallait encore prendre part au combat. Pour la première fois, nous n'avons pas pris nos repas à heure régulière et nous n'avons eu que du pain de soldats et du café. En fin d'après-midi, nous avons passé la frontière française sans le savoir. Nous avons pris nos quartiers dans le village français de Paré, ou quelque chose de ce genre. Bien entendu, l'endroit avait déjà été visité depuis longtemps par une troupe, mais malgré tout, chacun serrait sa carabine un peu plus fort. Comme tous les villages de France que j'ai traversés, c'était un visage crasseux, des tas de fumier et des vieilles ordures le long de la rue, devant les portes des maisons massives, aux fenêtres étroites et aux pièces sombres et sales, partout, des réparations de fortune, des bâtiments faits de briques et de brocs. Et ne parlons pas des Françaises, semblables à des gitanes, pour ce qui est de l'habillement et de la propreté, et à des juives, pour ce qui est des traits de visage. Nous, 10 hommes, avons pris nos aises dans une pièce d'une hauteur de 1,80 m. Nous nous sommes répartis la literie de l'unique lit, et nous avons remplacé le matelas manquant par de la paille. Je m'en suis contenté, car tout le reste ne m'inspire guère confiance. C'est aussi pour cette raison que je porte à nouveau les cheveux très courts. Avec l'aide d'un camarade, parlant parfaitement le français, nous avons obtenu de nos hôtesses qu'elles nous fassent du café et qu'elles nous apportent du lait. Dîner nocturne à base de café au lait et de pain de soldats secs. Tout est parti si vite que nous n'avons rien pu mettre de côté pour l'emporter. Puis, nous nous sommes entretenus avec elle